Ma conseillère d'orientation m'a tendu une brochure sur les compétences en communication après que je lui ai raconté que Brice et sa bande me frappaient tous les jours. Quand je l'ai supplié de me laisser voir le proviseur, qui, accessoirement, était aussi mon père, elle m'a lancé un sourire moqueur. Vous pensez toujours que vos petites crises relèvent de l'urgence. Je me suis contenté de lui répondre par un sourire poli. C'était il y a 4 mois. Hier, j'ai pris mes distances avec le pire harceleur de ma classe. Alors forcément, leur chef Brice, celui qu'ils vénéraient tous, a ordonné à ses sbires de s'occuper de moi. Presque tout le monde savait que j'étais autiste, mais quand ses copains ont appris que j'étais sur le spectre, on aurait dit qu'un déclic s'était produit chez eux, comme si ça les autorisait à devenir encore plus cruels. Dès que je passais devant eux, Brice Scallywag et sa clique mimaient des gestes absurdes avec les bras. Puis, ils se sont mis à planquer mon casque anti-bruit Sony dans les poubelles, sous les restes du déjeuner des autres. En janvier, ils m'enfermaient dans les casiers et filmaient mes crises pour les poster sur la page de mème du collège, que les élèves géraient eux-mêmes. La première fois que c'est arrivé, j'ai tenté d'aller trouver la conseillère d'orientation. À peine entrée dans son bureau, Madame Saratoga n'a même pas décroché les yeux de son écran. Je pourrais parler au proviseur Williams à propos de Brice et de sa bande. J'ai été coupé net par son sourire condescendant. Je vois très bien où vous voulez en venir, à toujours prendre les disputes entre ados pour du harcèlement, à réclamer l'attention. J'ai cru qu'elle se fichait de moi, mais elle m'a simplement tendu une brochure sur la communication avant de reprendre son limage d'ongles. J'ai souri car j'avais une carte à jouer. Le proviseur était mon père, mais son détachement m'a fait comprendre une chose essentielle. Si la conseillère ne me croyait pas sans preuve, pourquoi mon père me croirait-il? Lui qui prenait soin de ne jamais favoriser qui que ce soit au collège? C'est là que j'ai commencé à échafauder mon plan. Je me mettais à pleurer bien plus bruyamment quand il me bousculait. Je déjeunais exprès dans des coins où il pouvait facilement m'encercler. Je traînais dans des couloirs déserts aux heures où je savais qu'il passait. Tout était consigné dans un dossier ultra sécurisé sur mon téléphone. Capture d'écran de leur page de mème, vidéo floue quand j'arrivais à filmer. Brice a pris de plus en plus d'assurance. Il est passé des bousculades au vrai coup. Sa sœur Kayla me maintenait pendant qu'il s'entraînait à boxer sur mon ventre. Son meilleur pote Connor adorait vider mon sac dans les toilettes. Il pensait que j'étais trop terrifié, trop faible pour oser en parler. Mais après quelques semaines, j'avais enfin assez de preuves pour tout raconter à mon père. Ce soir-là, je me sentais comme un enfant la veille de Noël, convaincu que mon père allait remettre ces idiots à leur place. J'ai même ouvert les yeux avant le réveil, débordant d'une confiance que je n'avais jamais connue. Mon père était déjà dans la cuisine, affairé à préparer des pancakes à tête rigolote, comme quand j'étais petit. Je me suis installé face à lui, tout sourire. « Salut mon grand !» s'est-il exclamé. « J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, je gardais ça secret », a-t-il ajouté en retournant un pancake. « Je prends ma retraite, c'est imminent. L'annonce officielle tombe aujourd'hui au collège. Ma fourchette est restée suspendue à mi-chemin de ma bouche. » Il a continué tout excité. « Grâce à la prime de départ, on va enfin s'offrir cette croisière Disney dont tu rêves depuis toujours. 7 jours entiers, juste nous 4. J'ai faim la joie et l'enthousiasme. Même si l'estomac noué, je savais que sans papa comme proviseur, mon plan tombait à l'eau. Mes preuves ne servaient plus à rien si personne ne pouvait agir. Au collège, ce jour-là, j'ai trouvé refuge dans les toilettes, tentant d'étouffer la panique. Et puis, j'ai entendu Brice et un de ses potes discuter près des lavabos. Ma mère va gagner l'élection du conseil d'école, c'est sûr. Elle base toute sa campagne sur la lutte contre le harcèlement. Elle est même passée à la télé. Là, tout s'est éclairé. Madame Scallywag, la mère de Brice, candidate à la présidence de l'association des parents d'élèves, défendait un programme anti-harcèlement. L'ironie était tellement énorme que j'ai failli éclater de rire. L'élection avait lieu dans 3 jours. J'ai alors décidé d'apparaître encore plus vulnérable, plus fragile que jamais. Le jour J, j'ai patienté près du gymnase après les cours, sachant très bien qu'il passerait par là. Quand Brice m'a repéré, ses yeux se sont illuminés. « Regardez qui cherche les ennuis !» a-t-il lancé en faisant craquer ses doigts. Connor et 2 autres gars m'ont encerclé. Je n'ai pas bronché. Ni quand le poing de Brice a atterri sur mon œil, ni quand Connor m'a donné un coup de pied dans les côtes, ni lorsqu'ils ont voulu voir qui laisserait la plus belle marque. Je me suis replié sur moi-même, encaissant les coups, traversé par une excitation incontrôlable. Ils ont fini par se lasser et m'ont laissé là. J'ai attendu une dizaine de minutes avant de me traîner jusqu'à l'auditorium. Mon visage commençait à gonfler, mes côtes hurlaient à chaque respiration, mais je rayonnais de fierté. À peine entré, les chuchotements ont fusé. On pointait mon œil noir, quelqu'un a laissé échapper un cri. Je me suis avancé sans hésiter jusqu'aux membres du conseil. Madame Scallywag promet de protéger les enfants comme moi. Ai-je lancé assez fort pour que tout le monde entende? Pourtant, ces enfants, Brice et Kayla, m'ont fait ça hier. Votre fils m'a frappé, Madame Scallywag. L'auditorium a explosé de réactions, puis, tout d'un coup, s'est figé dans un silence glacial. Madame Scallywag s'est levée d'un bond, son badge de campagne brillant sous les projecteurs. Les mains tremblantes, elle s'est agrippée au pupitre, incapable d'aligner 3 mots. Ses fiches de discours se sont éparpillées au sol. Sa responsable de campagne s'est précipitée vers elle avant de se figer, sidérée. J'ai sorti mon téléphone, les doigts sûrs de leurs gestes. Le système de projection de l'auditorium s'est allumé derrière elle. L'horodatage affichait 15h47 aujourd'hui. Sur l'écran géant, la vidéo montrait Brice,
poing levé sur mon ventre, pendant que Kayla me tenait les bras. La caméra de sécurité avait tout filmé, en parfaite qualité. On apercevait d'autres élèves traverser le fond de la salle, évitant soigneusement de croiser le regard de quiconque. Un murmure d'exclamation parcourut l'assemblée. Une mère assise au 3e rang posa la main sur les yeux de sa fille, tandis qu'un homme âgé laissait tomber son gobelet de café, le liquide s'étalant sur le sol sans que personne ne songe à le ramasser. Madame Scallywag bondit vers la scène, ses talons résonnant nerveusement sur le parquet. La voix brisée par l'angoisse, elle désigna l'écran en s'écriant que la vidéo avait été truquée, que j'étais de toute façon connu pour inventer des histoires. Elle parlait par à coups, de plus en plus affolée, agrippant le micro qui émit un grincement strident sous sa poigne. À ce moment-là, une porte s'ouvrit sur le côté de la scène. Mon père apparut dans l'encadrement, le visage fermé et livide. Il fixa l'écran, puis moi, puis de nouveau la vidéo, son badge de proviseur brillant à sa veste alors qu'il s'avançait. Il prit la parole dans son propre micro, confirmant d'une voix sûre, quoique légèrement tremblante, que la vidéo provenait bien du système de vidéosurveillance du collège. L'autorité de sa fonction s'imposait sans appel. La salle entière se tourna vers lui avant de reporter son attention sur Madame Scallywag. Soudain, les portes de l'auditorium s'ouvrirent brusquement. Brice et Kayla déboulèrent, titubant encore, visiblement à la recherche de leur mère après l'entraînement. Ils s'arrêtèrent net en découvrant la vidéo de leur agression projetée en grand sur l'écran. Sur le visage de Brice, la confusion céda instantanément la place à la colère, et il hurla à travers l'auditorium, sa voix dominant le tumulte. Son insulte claqua dans l'air, figeant tout le monde. Les regards convergèrent vers lui. Le directeur de campagne de sa mère, accablé, se prit la tête entre les mains. Un caméraman local, venu couvrir une campagne électorale qui s'annonçait paisible, braqua aussitôt sa caméra sur la scène, la lumière rouge clignotant en rythme alors qu'il se rapprochait pour ne rien rater. Connor tenta de s'éclipser, mais l'agent de sécurité lui barra le passage. Les autres harceleurs, venus avec lui, se plaquèrent contre les murs, piégés, les yeux oscillant entre les sorties et la vidéo accablante qui tournait toujours en boucle. Madame Scallywag, tentant de reprendre le contrôle, se lança dans un discours sur le stress, répétant que tout cela ne reflétait en rien leur famille. Ses mains s'agitaient fébrilement alors qu'elle s'acharnait à retourner la situation, mais plus personne n'était dupe. Je relevai alors lentement mes manches, révélant des bras constellés d'échymoses de toutes les couleurs, violet, jaune, vert. Une véritable chronologie de la violence inscrite sur ma peau. J'ai demandé si elle voulait d'autres preuves. La foule se pencha, suspendue à mes gestes. Mon père s'avança au bord de la scène. Sa voix résonna dans le silence pesant lorsqu'il annonça qu'il allait prévenir la police sur le champ. Il sortit son téléphone, et même si son mandat de principal touchait à sa fin dans 48 heures, son autorité n'en était que plus forte. Au loin, on entendit approcher les sirènes. Madame Scallywag, la main tremblante, composa à toute hâte un numéro sur son propre téléphone, et bien qu'elle se détourne, chacun entendit sa supplique désespérée à son mari avocat de venir sur le champ. D'autres élèves commencèrent alors à s'exprimer. Une fille se leva pour raconter que Brice lui avait brisé ses lunettes la semaine précédente. Un garçon signala que son inhalateur avait fini dans les toilettes. Le mur du silence s'effondrait, les témoignages affluaient, de toutes parts. Monsieur Scallywag fit son entrée, costume hors de prix et chaussures en cuir claquant d'autorité. D'un ton sec, il déclara que personne n'avait le droit d'interroger ses enfants sans sa présence, lâchant sa mallette dans un bruit sourd en jaugeant la scène. La porte latérale laissa alors passer ma mère, arrivée en courant du travail, encore en blouse médicale. En voyant mes blessures sous la lumière crue de l'auditorium, elle s'effondra en larmes, balbutiant entre deux sanglots qu'elle m'avait pourtant demandé chaque jour si tout allait bien, et que j'avais toujours répondu que oui. Madame Saratoga surgit à son tour des bureaux administratifs, tentant maladroitement de prétendre que j'avais l'habitude de fausses accusations, mais, sommée de donner des exemples précis, elle se trouva incapable d'en citer un seul et perdit toute contenance. Mon père présenta alors des emails aux policiers venant d'arriver. Des messages qui prouvaient que Saratoga n'avait jamais déclaré d'incident de harcèlement, alors qu'elle en avait bel et bien eu connaissance. Elle blêmit en comprenant ce que cela impliquait. Le caméraman des infos, lui déjà en direct, débitait à toute vitesse le récit du scandale qui éclatait sous ses yeux, pile au moment où l'on annonçait le départ à la retraite du principal, difficile de faire coïncidence plus retentissante. Rien de tel qu'un petit déjeuner familial pour faire voler en éclats tout un plan de vengeance entre pancakes, sourires et autocollants. Madame Scallywag, qui menait campagne contre le harcèlement alors que ses propres enfants s'entraînaient au MMA sur leurs camarades, les enfants de la candidate au conseil scolaire accusés d'agression. L'affaire dépassait déjà largement les murs de l'auditorium et les écrans des téléphones s'illuminaient de notifications. Je sortis alors de mon sac un dossier épais et des centaines d'incidents soigneusement répertoriés s'étalèrent sur la table, avec date, heure, témoins, tout noté dans les moindres détails. Les policiers prirent aussitôt en photo chaque page. 3 enseignants s'avancèrent depuis la foule pour témoigner qu'ils avaient
eux aussi, fait remonter des inquiétudes concernant Brice et que Madame Saratoga avait à chaque fois réussi à enterrer leur signalement. Le tableau devenait limpide. Certains élèves étaient protégés, tandis que les victimes, surtout celles en situation de handicap, étaient systématiquement ignorées. Monsieur Scallywag brandit alors la menace de poursuite pour diffamation et complot, accusant les ennemis politiques de sa femme d'avoir orchestré tout cela. Sa voix montait à chaque accusation, mais la vidéo continuait de tourner derrière lui, implacable. Les parents de Connor se frayèrent un chemin dans la foule pour aller directement voir les policiers, s'excusant et exigeant que leur fils raconte exactement ce qui s'était passé. L'effroi se lisait sur leur visage en découvrant dans quoi leur enfant avait été entraîné. Sous la pression, Connor craqua, avouant que Brice lui avait promis que sa mère les sortirait toujours d'affaire, comme elle l'avait fait auparavant. Sa confession tomba d'un coup, chaque mot ajoutant une pièce au puzzle de la corruption. Les membres du conseil scolaire déclarèrent alors une suspension de séance immédiate. Les parents attrapèrent leurs enfants et se précipitèrent vers les sorties tandis que les membres du conseil, eux, se regroupaient pour une discussion animée. Les policiers ont aussitôt bouclé la zone, prenant toutes les précautions comme s'il s'agissait d'une scène de crime encore en cours. Madame Scallywag, malgré une pression qui montait de toutes parts, s'est obstinée à rester en lice. Elle a tenu bon derrière le micro, martelant qu'elle ne se laisserait pas impressionner par des mensonges, ni par des manipulations. Pendant ce temps, ses soutiens, démoralisés, quittaient progressivement la salle, abandonnant tracts et affiches sur les sièges. Les secours ont débarqué pour évaluer mes blessures. Après un examen scrupuleux, le verdict est tombé. 2 côtes fissurées, de nombreux hématomes et lésions diverses. Les ambulanciers photographiaient chaque trace de coup, l'air consterné devant la brutalité dont j'avais été victime. La paperasse et la collecte des preuves ont duré plus d'1 heure. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, saturé de messages d'autres élèves qui, eux aussi, avaient subi des agressions mais n'avaient jamais osé parler. Ma boîte de réception débordait de captures d'écran, avec des vidéos tirées de pages de mèmes, des plans d'embuscade échangés par message, des photos de mes affaires saccagées. Petit à petit, on voyait émerger une masse de preuves numériques, à mesure que les élèves prenaient courage collectivement. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés. En quelques heures, le hashtag Scallywag Scandal est devenu viral dans la région, et l'extrait des caméras de surveillance tournait partout, impossible d'en freiner la diffusion. La presse s'est emparée de l'affaire, chaque nouvel article ajoutant son lot de révélations sur l'hypocrisie familiale. Dès le lendemain, 5 familles se sont manifestées avec leurs propres témoignages glaçants sur Brice. D'anciens incidents, étouffés à l'époque de l'école primaire, refaisaient surface. Les parents échangeaient leurs souvenirs de blessures inexpliquées chez leurs enfants, de plaintes restées lettres mortes, de réunions administratives qui tournaient à la manipulation. Madame Scallywag a tenté de sauver les apparences en passant à la radio du matin. À l'antenne, elle m'a dépeint comme un enfant perturbé en quête d'attention, allant jusqu'à instrumentaliser mon autisme pour discréditer mes propos. L'animateur, de plus en plus sceptique, la regardait d'un air dubitatif à chaque justification. L'interview a tourné au cauchemar lorsque les images des caméras ont été diffusées en direct. Quelques heures plus tard à peine, des avocats spécialisés dans les droits des personnes handicapées contactaient ma famille, flairant une affaire susceptible de faire jurisprudence sur la discrimination systémique. Ils nous ont proposé une défense pro bono sur le champ. L'avocate principale était d'ailleurs touchée personnellement, sa propre fille autiste ayant vécu des situations semblables dans un autre établissement. L'administration scolaire a ouvert une enquête sur la fameuse page de mèmes. L'analyse numérique a mis au jour des mois de harcèlement organisé visant des élèves en situation de handicap, avec des adresses IP remontant à des ordinateurs de l'école utilisés pendant les cours. Le tableau qui se dessinait était celui d'une cruauté méthodiquement planifiée. Dès l'aube suivante, la police débarquait au lycée. Les élèves se bousculaient aux fenêtres pour voir Brice se faire passer les menottes dans le couloir principal, tandis qu'il hurlait que sa mère allait tous les réduire en poussière. Cette arrestation a, elle aussi, fait le tour des réseaux. Kayla, de son côté, a été suspendue dans l'attente des résultats de l'enquête, mais a échappé à la garde à vue. Ses affirmations, selon lesquelles elle n'aurait agi que sous la contrainte de son frère, se sont effondrées quand les enquêteurs ont retrouvé des messages prouvant qu'elle avait elle-même orchestré plusieurs agressions, ciblant tout particulièrement des enfants autistes incapables de se défendre ou de dénoncer les faits. De son côté, mon père a annulé sa fête de départ à la retraite pour gérer la crise, et le district lui a accordé une prolongation exceptionnelle. Il a enchaîné les journées marathon pour mettre en place des réformes immédiates. Nouveaux protocoles d'alerte, formations obligatoires à l'inclusion, dispositifs anonymes de signalement. Trop tard pour moi, mais peut-être salvateur pour d'autres. Quand l'enquête s'est élargie, le congé administratif de Madame Saratoga s'est transformé en révocation pure et simple. Les syndicats l'ont confirmé. Elle avait de grandes chances de perdre définitivement son poste. D'innombrables signalements ignorés ressurgissaient, et ces petits arrangements pour protéger certains élèves pendant qu'elle fermait les yeux sur les souffrances des plus vulnérables étaient enfin dévoilés. La famille Scallywag, de son côté, a sorti l'artillerie lourde en recrutant une agence de communication hors de prix pour tenter de redorer son image. Des campagnes insidieuses de victimisation sont apparues en ligne, remettant en cause ma santé mentale et mes motivations, tandis que des comptes anonymes faisaient courir des rumeurs
sur ma prétendue soif d'attention. Mais personne n'était dupe parmi ceux qui avaient vu les preuves. Les représailles ne se sont pas fait attendre. Notre maison a été caillassée à coups d'œufs à plusieurs reprises. Des fenêtres ont volé en éclats sous des pierres enveloppées de menaces. Grâce aux caméras installées après le premier incident, on a pu filmer les amis de Brice en plein forfait. À chaque intimidation supplémentaire, notre dossier juridique se renforçait. Les menaces de mort m'ont contraint à suivre les cours à distance, une forme d'isolement qui ressemblait à une nouvelle punition pour avoir osé parler. Je voyais la vie du lycée continuer sans moi sur les réseaux sociaux, et les harceleurs avaient réussi à m'exclure, même en étant sanctionnés. L'attitude de Connor a surpris tout le monde. Il a remis 2 ans de capture d'écran de discussion de groupe au procureur, dévoilant l'organisation méticuleuse des agressions. Des messages détaillaient la répartition des rôles, les alibis, les précautions prises pour ne rien laisser paraître. Rongé par la culpabilité, il n'en pouvait plus. Mais le plus accablant restait à venir. Sur son téléphone, on a retrouvé des messages où Madame Scallywag coachait elle-même les harceleurs, leur apprenant à ne pas frapper trop haut, à effacer tout message compromettant et à accorder leur version. Son implication dépassait largement la simple ignorance. L'enquête du district s'est alors élargie à d'autres écoles, car le même schéma de favoritisme et de négligence apparaissait ailleurs. Plusieurs cadres administratifs se sont retrouvés dans le viseur. L'affaire, partie du harcèlement individuel, prenait désormais une ampleur institutionnelle et soulevait la question d'une discrimination structurelle. Le jour du scrutin est arrivé avec le nom de Madame Scallywag toujours sur les bulletins, mais elle a essuyé une défaite spectaculaire. Premier geste du nouveau responsable, lancer une cellule anti-harcèlement, et on m'a proposé d'y intervenir en tant que représentant des élèves. Ma première réunion devait avoir lieu en visioconférence directement depuis chez moi. Plusieurs personnes faisaient désormais l'objet de poursuites pénales. Brice était mis en examen pour agression aggravée à caractère haineux, tandis que ses parents étaient inculpés pour complicité et mis en danger d'autrui, notamment d'enfants. Le procureur avait rassemblé des preuves, démontrant qu'ils étaient non seulement au courant de la situation, mais qu'ils y avaient activement participé. Même leurs avocats, pourtant réputés et très chers, semblaient perdre leur assurance. Le cabinet de M. Scallywag perdait des clients à vue d'œil, avec les gros cabinets retirant leurs dossiers et les anciens clients n'hésitant plus à afficher publiquement leur prise de distance. Sa réputation dans le monde juridique s'effondrait à mesure que l'on découvrait l'ampleur des manipulations et intimidations de témoins. Plusieurs familles ont signalé avoir reçu des menaces après avoir parlé à la police. Lors des audiences pour une éventuelle remise en liberté, la précarité financière croissante des Scallywag a été exposée au grand jour, menant le juge à fixer une caution très élevée pour Brice, en raison du risque de fuite et de la persistance des menaces. Même leur grand-mère a refusé de leur venir en aide, expliquant qu'elle ne supportait plus ce que son petit-fils était devenu. La famille peinait à rassembler les fonds nécessaires tout en finançant leur défense. Mon histoire a rapidement dépassé le cadre de la presse locale. Des vidéos TikTok expliquant la situation sont devenues virales dans la communauté Actually Autistique et le soutien d'autistes du monde entier a commencé à affluer. D'autres victimes ont partagé avec moi en privé des histoires similaires. Cette vague de solidarité était bouleversante, mais elle me réchauffait le cœur. Une réalisatrice de documentaires primés m'a contacté pour un projet sur l'handiphobie institutionnelle à l'école, afin de montrer comment ces établissements échouaient systématiquement à protéger leurs élèves les plus vulnérables. Ma famille a accepté de participer, et bientôt d'autres élèves autistes de l'école se sont mis à témoigner. Ce fut comme si l'on soulevait le couvercle d'une véritable épidémie de maltraitance restée sous silence. Des parents, qui jusque-là n'osaient de plus s'exprimer, ont retrouvé leur voix, des groupes de soutien se sont formés, et l'administration a enfin dû faire face à une réalité qu'elle fuyait depuis des années. Les réformes lancées par mon père imposaient désormais à tout le personnel une formation obligatoire sur la neurodiversité et l'acceptation de l'autisme avec une certification à la clé. Les nouveaux dispositifs de signalement contournaient les circuits qui avaient si souvent trahi la confiance des familles. Désormais, les alertes anonymes étaient supervisées par des organismes indépendants. Ces changements étaient profonds. L'arrestation de Madame Saratoga a fait la une des journaux. Elle était poursuivie pour non-dénonciation de maltraitance et mise en danger d'enfants par négligence caractérisée. Son comportement, avoir ignoré les signalements d'abus pendant des années, tombait clairement sous le coup de la loi. D'anciens élèves sont venus témoigner, racontant des histoires qui couvraient toute la carrière de cette femme. La famille Scallywag a mis sa maison en vente, prétendant vouloir échapper à une prétendue persécution, mais leur demeure est restée invendue, tant leur réputation les rendait désormais indésirables dans une communauté qu'ils dominaient autrefois. Le déménagement est vite devenu leur seule issue. Kayla a été définitivement exclue après que les enquêteurs ont prouvé qu'elle avait pris pour cible de jeunes élèves handicapés. Certaines admissions à l'université ont été annulées lorsque les établissements ont eu connaissance des accusations. La soudaine confession de Connor tombait à point nommé, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qui a pu provoquer un tel revirement après tant d'années d'implication. Les messages de coaching envoyés par Madame Scallywag aux harceleurs se sont révélés particulièrement accablants. Tous ces beaux projets se sont écroulés d'un coup, et elle a rejeté la faute sur tout le monde, sauf elle-même. Les dates des procès ont été fixées pour chaque prévenu. Je devais témoigner en face de Brice, ce qui me terrifiait, mais le procureur m'a rassuré.
Des aménagements seraient mis en place, la salle d'audience serait adaptée pour limiter les stimuli sensoriels et il m'a assuré que ma présence était indispensable à la justice. Une complication s'est ajoutée quand on a découvert que la tante de Brice travaillait au bureau du procureur. Elle avait tenté d'accéder à des pièces scellées et a été surprise par la sécurité en train de photographier des documents. Elle a été aussitôt licenciée et poursuivie pour entrave à la justice. La corruption de cette famille semblait sans limite. Les avocats de la défense ont tenté d'obtenir mes dossiers thérapeutiques, espérant me faire passer pour mentalement instable. Mais le juge a déclaré ces documents irrecevables, qualifiant leur démarche de discrimination flagrante. Leur stratégie, basée sur une attaque de ma crédibilité à cause de mon autisme, s'est retournée contre eux, d'autant que le petit-fils du juge lui-même était autiste. La sélection du jury s'est révélée délicate, le nom Scallywag étant bien connu dans la région, en bien ou en mal. La défense a essayé d'imposer un jury composé de personnes plus âgées, souvent peu sensibilisées au handicap, tandis que l'accusation insistait pour une composition reflétant la diversité et la réalité de la neurodiversité aujourd'hui. Le procès a commencé par mes 6 heures de témoignages, durant lesquelles j'ai raconté la torture organisée, l'escalade de la violence, le ciblage délibéré de mes particularités autistiques. Les jurés étaient suspendus à mes paroles. Certains essuyaient des larmes lorsque j'évoquais l'isolement et la peur. Mon casque anti-bruit ne m'a pas quitté. Les vidéos défilaient sur les écrans, révélant aux yeux du jury la brutalité et la coordination des actes. D'autres images, tournées par des élèves, montraient des agressions supplémentaires. L'ampleur des preuves était écrasante, la défense peinant à contester ce qui était visible à l'écran. Brice a pris la parole, contre l'avis de ses avocats, et son arrogance n'a pas échappé au jury. Il a déclaré que je n'avais eu que ce que je méritais, car j'étais différente et incapable de comprendre les codes sociaux. Son absence totale de remords était flagrante, au point de mettre mal à l'aise ses propres avocats. Le témoignage de Madame Scallywag s'est révélé truffé de contradictions. À chaque élément accablant, elle modifiait sa version des faits, mais les procureurs l'ont prise en flagrant délit de mensonge à plusieurs reprises. Le jury n'a pas été dupe de ses tentatives pour passer sa famille pour des victimes. Son expérience politique ne lui a servi à rien. Mon père a témoigné sur des années de signalements étouffés ou restés sans suite, documents à l'appui, démontrant l'échec systémique dans la protection des élèves vulnérables. Sa réputation dans le milieu professionnel a donné un poids considérable à sa critique des institutions. On a vu plusieurs jurés prendre des notes minutieuses tout au long de son intervention. Le témoignage de Connor a littéralement pulvérisé les arguments de la défense, tant il était précis sur la façon dont Brice recrutait d'autres élèves, orchestrant les agressions et prenant un malin plaisir à déclencher des crises. Son vrai repentir détonnait face à l'attitude fermée de Brice. Le jury ne s'y trompait pas. Il était facile de distinguer celui qui assume ses actes de celui qui les fuit. L'ultime tentative de la défense s'appuyait sur des clichés éculés. Ils ont prétendu que les garçons sont comme ça et que, du fait de l'autisme, mon témoignage ne serait pas fiable. Cette tactique a choqué plus d'un juré. On sentait un malaise dans la salle. La réplique du procureur a été sans concession. Des spécialistes des droits des personnes en situation de handicap sont venus témoigner de la violence subie par les personnes autistes. Les statistiques prouvaient, sans appel, que nous étions bien plus exposés aux abus que les personnes neurotypiques. Le fait de s'attaquer systématiquement aux particularités autistiques était qualifié de crime de haine. Grâce à ces interventions, l'ampleur des faits a vraiment pris tout son sens. Dans sa dernière plaidoirie, la procureure a présenté l'affaire comme une succession de crimes de haine planifiés contre un enfant en situation de handicap, détaillant méthodiquement tous les éléments de préméditation, de coordination et d'escalade, sans oublier de pointer du doigt les failles institutionnelles qui avaient permis ces dérives. Il était temps que chacun rende des comptes. Le jury a à peine eu besoin de 2 heures pour trancher. Verdict de culpabilité sur l'ensemble des chefs d'accusation, avec circonstances aggravantes pour crime de haine. La salle a été parcourue d'un frémissement. Brice a blêmi en comprenant ce qu'il attendait. Ses parents se sont rapprochés en silence. Les proches de Connor, eux, ont discrètement remercié les procureurs pour l'accord de plaider coupable. L'annonce des peines a tendu l'atmosphère. Le juge a qualifié Brice de danger pour la société, soulignant son absence totale de remords. Il a prononcé la peine maximale, centre de détention pour mineurs jusqu'à ses 21 ans, puis transfert en prison pour adultes. Les protestations de Brice ont résonné dans toute la salle. Pendant ce temps, la compagnie d'assurance du district scolaire traînait des pieds, submergée par l'avalanche de procès. 12 familles réclamaient des millions d'euros pour discrimination systémique. Le conseil d'administration a dû se réunir en urgence pour revoir le budget, tandis qu'à l'extérieur, des manifestants exigèrent des comptes devant les bureaux. Les négociations pour un accord à l'amiable ont traîné tout l'été, chacun campant sur ses positions concernant la reconnaissance des responsabilités. La promotion de papa à la coordination du district s'est accompagnée d'une série de défis immédiats. Il a imposé à toutes les écoles une formation obligatoire à l'acceptation de l'autisme, malgré la grogne des administrateurs les plus conservateurs. Les enseignants se sont plaints des nouvelles exigences en matière de certification, mais il n'a pas cédé, allant jusqu'à faire intervenir des experts en neurodiversité qui ont diffusé des simulations de surcharge sensorielle, bouleversant même les plus réticents. Ma première intervention de sensibilisation a eu lieu à distance devant un amphi rempli de collégiens.
La connexion a été capricieuse alors que des centaines d'élèves attendaient. Mais une fois le problème réglé, j'ai pu expliquer en quoi le harcèlement s'intensifie dès lors que les différences deviennent des cibles. Les questions anonymes ont afflué, révélant que beaucoup avaient eux aussi vécu le harcèlement. Le documentaire a été projeté en avant-première lors d'un festival local. Ma famille et moi sommes entrés discrètement par une porte latérale, évitant la foule. Le silence s'est installé dans la salle devant les images de vidéosurveillance montrant les agressions. Plusieurs spectateurs ont quitté la salle lors des passages les plus poignants. Le film a été remarqué pour plusieurs prix, attirant une attention dont on se serait bien passé. La villa des Scallywags, confisquée par la banque, a été vendue aux enchères, attirant curieux et journalistes. Leurs affaires ont été emportées sous les yeux des voisins, et le camion de déménagement a pris la direction d'une petite ville à 3 états de là, dans l'espoir que le passé ne les suive pas. Sur les réseaux sociaux du coin, leur départ a été suivi avec une certaine jubilation. Connor, dans le cadre de sa peine de travaux d'intérêt général, a été affecté à un centre pour jeunes en situation de handicap. Son premier jour, il a commencé par nettoyer les sanitaires, évitant les regards. Peu à peu, ses échanges avec les enfants l'ont aidé à surmonter sa gêne. Il a animé des ateliers d'art plastique et a même appris les rudiments de la langue des signes avec un adolescent sourd. C'est au fil des séances de thérapie obligatoires qu'on a posé chez lui un diagnostic de TDAH. Ses parents ont alors découvert qu'on le médicamentait sans véritable évaluation, juste pour gérer son comportement à l'école. Cette révélation a permis de mieux comprendre pourquoi il était si vulnérable à l'influence de Brice et pourquoi il avait tant de mal à résister à la pression du groupe. Sa vraie évolution a débuté lorsqu'il a pris conscience de sa propre neuroatypie. Les demandes d'intervention se sont multipliées au point de me dépasser. Des écoles de tout l'État sollicitaient des interventions sur la reconnaissance et la prévention du harcèlement validiste. Chaque invitation nécessitait une logistique rigoureuse, notamment sur les déplacements et les besoins sensoriels. Papa a pris en charge la coordination d'un bureau de conférenciers composé d'autres militants autistes pour répondre à la demande. Des enquêteurs fédéraux sont venus passer le district au crible, consultant des milliers de documents qui prouvaient que les plaintes étaient systématiquement étouffées. Les administrateurs se sont empressés de coopérer tout en assurant la continuité du quotidien. Bientôt, l'enquête s'est étendue au secteur voisin, confronté au même problème. Le nouveau proviseur a lancé un programme de tutorat entre pairs, associant des élèves autistes plus âgés à des plus jeunes. Les doutes de certains parents, qui craignaient de mauvaises influences, se sont dissipés dès que les premiers résultats ont montré une baisse nette des incidents de harcèlement. Les mentors ont été formés à l'écoute active et à la gestion de crise, et le dispositif est rapidement devenu un modèle à suivre pour d'autres établissements. L'année de terminale s'est ouverte avec tous les aménagements nécessaires en place. Mon emploi du temps tenait compte de salles d'examen calmes et de la possibilité de porter un casque anti-bruit en cours. Quelques élèves chuchotaient encore sur mon passage, mais la plupart étaient déjà passés à autre chose. Les professeurs qui auparavant détournaient le regard du harcèlement n'hésitaient de plus à intervenir. Une lettre du centre de détention pour mineurs, écrite de la main de Brice, est arrivée. Mais les surveillants ont intercepté ces menaces avant même qu'elles ne me parviennent, lui valant 5 années de plus pour intimidation. Même derrière les barreaux, il refusait de reconnaître ses torts, et chaque nouvelle faute rallongeait son séjour. Le procès de Madame Scallywag s'est soldé par des verdicts de culpabilité sur toute la ligne. Le juge l'a condamnée à 10 ans de prison pour complot et mise en danger d'autrui, et sa crise de nerfs au tribunal a fait la une des journaux. Elle rejetait la faute sur le monde entier, sauf elle-même. Son transfert en prison s'est déroulé discrètement, loin des caméras. La période des candidatures à la fac a ouvert des portes inattendues. Mon essai sur la lutte contre la discrimination systémique a retenu l'attention des jurys, et plusieurs universités dotées de dispositifs solides pour les étudiants en situation de handicap m'ont proposé une bourse complète. À chaque lettre d'acceptation, j'y voyais une reconnaissance de ma force plutôt qu'un simple succès académique. Kayla a tenté de s'excuser par l'intermédiaire d'une connaissance, souhaitant m'expliquer son comportement et affirmant que la thérapie lui avait fait prendre du recul. J'ai décliné poliment, préférant aller de l'avant plutôt que de ressasser d'anciennes blessures. Sa lettre a fini à la poubelle, sans que je l'ouvre. La fameuse croisière Disney a finalement eu lieu, adaptée à mes besoins sensoriels. Cabine au calme, loin des moteurs, repas sur mesure. Papa a passé le séjour à bouquiner au bord de la piscine, pendant que je testais toutes les activités accessibles. Le 3e jour, des nuages menaçants ont obligé tout le monde à rester à l'intérieur. Connor, dans son nouveau lycée, poursuivait sa transformation. Il a monté un club anti-harcèlement centré sur la prise de responsabilité des témoins. Il rappelait à chacun leur rôle à jouer pour briser la chaîne du harcèlement. Les anciennes victimes restaient sur leur garde, mais admettaient qu'ils s'efforçaient vraiment de réparer le passé. Pour le bal de promo, il a fallu dénicher une tenue qui respecte mes sensibilités. Le juge balançait les peines maximales comme on jette des confettis à la pire fête d'anniversaire imaginable. Les hurlements de Brice sur l'injustice, c'était la cerise sur le gâteau d'une justice servie bien froide. La boutique de location de costumes n'avait jamais eu affaire à quelqu'un réclamant des vêtements sans étiquette et en tissu ultra doux. Les amis ont aidé à aménager un coin tranquille dans la salle pour que je puisse m'y réfugier si besoin. J'ai dansé exactement une chanson avant de filer faire une pause. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, organisé au millimètre pour gérer la foule.
L'administration m'avait prévu une entrée discrète par une porte latérale et une place près de l'allée pour pouvoir sortir facilement au cas où. Mon discours portait sur la résilience et l'action collective, bien plus que sur une quelconque victoire individuelle. L'ovation debout m'a paru irréelle. L'été a été rythmé par des formations pour les nouveaux mentors. J'ai conçu un programme inspiré de mon vécu avec des jeux de rôle pour s'exercer à gérer toutes sortes de situations. Le jeune cousin de Brice a participé, bien décidé à casser le schéma familial de cruauté. La suite du documentaire retraçait mon entrée à la fac. Les caméras ont capté autant les galères que les belles rencontres, notamment avec d'autres étudiants neuroatypiques. Le tournage chamboulait parfois mon quotidien, mais le réalisateur a su adapter le rythme à mes besoins. Le montage final montrait la réalité, sans chercher le sensationnel. En deuxième année, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des personnes en situation de handicap, rédiger des mémos, faire des recherches. J'ai pu constater à quel point le système ne protégeait pas toujours les plus fragiles. Les avocats m'ont épaulé sur des stratégies de contentieux complexes. L'un des dossiers concernait carrément la rédaction d'une loi pour reconnaître le harcèlement fondé sur le handicap comme un crime haineux. J'ai appris que Brice avait été transféré en prison pour adulte. Sa nouvelle agression, visant un détenu handicapé, lui a coûté plusieurs décennies de plus. Là-bas, s'en prendre aux vulnérables ne passe pas. Dans ses lettres à sa famille, il continuait à se dédouaner. Les réponses des facs de droit sont tombées pendant ma dernière année. La même ténacité qui m'avait permis de conserver les preuves de harcèlement me servait dans mes études, et les bourses obtenues me permettaient d'envisager la suite sans être écrasé par la dette. Chaque acceptation me rapprochait un peu plus de la possibilité de changer le système grâce au droit. 10 ans après cette confrontation dans l'auditorium, je me retrouvais devant la Cour suprême de l'État, casque anti-bruit vissé sur la tête, à plaider pour une loi phare de protection du handicap. Les juges ont écouté avec attention les arguments pour durcir les sanctions contre les violences fondées sur le handicap, et leur décision unanime a créé un précédent qui protège désormais chaque enfant vulnérable. Tandis que Brice purgeait sa peine rallongée, je transformais la souffrance en changement durable. Eh bien, les amis, quel chemin parcouru. J'ai adoré partager toutes ces péripéties avec vous. Merci de m'avoir laissé réfléchir à voix haute. À la prochaine, c'est Théa. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez-moi un commentaire. Je raffole de tous vos messages.